Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de monstre assez culte qui fête ses 70 ans, sorti en 1954, date clé, Des monstres attaquent la ville, ou en version originale, Them. Beaucoup plus simple et direct, frontal, avec un point d'exclamation. Réalisé par Gordon Douglas, qui a fait toute une pelletée de métrages, mais peut-être que c'est son plus connu. Et avec au casting dans les rôles principaux James Whitmore, tiens, qui joue le sergent de police, et dont vous vous souvenez peut-être dans un de ses derniers rôles, celui de Brooks dans Les Évadés. Voilà, un vieil homme qui m'avait beaucoup touché dans ce métrage. À ses côtés, Edmund Gwenn, qui joue un docteur et qui a été le Père Noël dans Le Miracle de la 34e rue. Sa fille est interprétée par Joan Weldon, et la petite fille, qui est assez marquante aussi au début de l'intrigue en tout cas, est jouée par Sandy Dasher, qui est toujours parmi nous d'ailleurs. Et donc 1954 c'est important parce qu'on est en pleine guerre froide, États-Unis-Russie, enfin URSS, et ça se sent. C'est un film qui parle du danger atomique, qui sort quelques mois à peine avant Godzilla, comme quoi. Mais ce n'est pas le premier du genre, parce que l'année d'avant, il y a eu le monstre des temps perdus, avec une créature de Ray Harryhausen, qui est peut-être d'ailleurs ce qui a inspiré Godzilla, mais bon, peu importe. C'est marrant, parce que celui-ci, sorti en 53, donc, a été réalisé par un Français d'origine russe. Bon. Donc là, l'histoire, elle est simple. Quelque part au Nouveau-Mexique, une menace bizarre, visiblement précise, des disparitions. Et une petite fille en état de choc qui, clairement, à un moment, va révéler son traumatisme en criant « Them !» Tout le titre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des fourmis qui ont muté, visiblement, à cause d'essais nucléaires, et qui sont devenues géantes. Voilà, on n'est pas dans Ant-Man ou Giant Man, mais peut-être que c'est une influence. Là, je ne sais pas trop les dates. Et évidemment, on va suivre cette enquête pour déjà l'affrontement, puis retrouver le nid, et puis savoir s'il n'y a pas des reines qui se seraient échappées, ça va être le cas. Et donc, à un moment, garder ça au secret pour éviter la panique, mais très vite, mettre le gouvernement peut-être au courant pour qu'on puisse vraiment lutter efficacement contre un danger qui pourrait menacer la population terrestre. Il y a un trailer qui annonce le film comme cela, que l'homme pourrait voir son hégémonie sur la planète s'écrouler. Un petit peu justement cette peur atomique-là qui pourrait mettre fin à l'humanité. Pourquoi pas des fourmis? C'est marrant ça. Le choix de la fourmi est intéressant. Fourmis rouges peut-être pour le communisme. Non, elles sont pas forcément rouges là, mais du tout d'ailleurs. Mais c'est marrant. Les menaces de fourmis au cinéma, ça, il y en avait un avant, je crois, mais c'est des petites fourmis, Marabunta, je crois. Je sais pas si c'était pas avec Charlton Heston. Le film, je l'ai jamais vu, mais je connais un peu de réputation. Et puis bon, on peut remonter plus récemment au 4e Indiana Jones. C'est marrant parce qu'en voyant le film, là, j'ai pensé à Spielberg. À un moment, je pense que ça a dû y marquer sa jeunesse. Parce que entre ça et un... Alors je sais pas si j'ai rêvé, mais j'ai cru entendre un professeur Grant à un moment. Mais parmi des personnages très secondaires, rien à voir avec celui de Jurassic Park, bien sûr, mais voilà. Je pense aux fourmis, donc oui, du Royaume du Cristal, là, machin, le Crâne de Cristal, un film qu'on aimerait oublier, mais à un moment, c'est vrai que la menace, elle se fait en ce sens, que c'est des petites fourmis. Et donc, oui, ça se suit sur 1h30, c'est en noir et blanc, et c'est vraiment typique de ces films d'époque qui, au-delà donc du monstre qui va envahir ou mettre à mal la planète ou l'humanité, c'est une réflexion sur la société en pleine chasse des sorcières aussi, et peur atomique, guerre froide contre l'URSS. On peut y voir plein de lectures. Donc la peur, évidemment, du nucléaire. Clairement, les soviétiques commençaient à l'époque à faire leurs premiers essais, 2, 3, 4, 5 ans avant peut-être, dans ces eaux-là. Et forcément, cette menace-là, et 8 ans avant la crise des missiles de Cuba, on sait très bien que c'est une période américaine particulière. Et le macartisme en filigrane aussi, parce que Them, en pointant du doigt la menace et tout, à l'époque où Hollywood aussi pouvait voir un peu du communisme partout, entre autres, pas que Hollywood. Donc c'est toujours fascinant de le replacer dans un contexte tel quel, et puis il reste le cinéma derrière, purement visuel, et il y a ce jeu sur les échelles de grandeur qui est super bien géré pour l'époque. Alors évidemment, ça fait vieillot un petit peu sur certains points, mais dans le cinéma américain, on a déjà expérimenté ça des années avant. Finalement, c'est un revival.
un petit peu de cette époque du Monde perdu, version 25, je crois, 1925, ou King Kong de 1933. Ça s'était un petit peu perdu, oui, disons-le. Et puis là, ici, cette menace atomique et la guerre froide fait qu'on va reavoir une sorte de résurgence de films de monstres. Donc l'année d'avant, celui-ci, et par ensuite d'autres créatures qui vont menacer, toujours en mode métaphore de cette dysfonctionnement nucléaire potentiellement qui pourrait faire muter des bestioles qui, vues petites, ne paraissent pas dangereuses, mais quand même, si elles sont géantes, c'est compliqué, parce que les fourmis, elles vivent en colonie, et il y en a beaucoup, et là, donc, ce n'est pas qu'une qui attaque, c'est plusieurs, il faut trouver la reine, et il y a tout un délire là-dessus, comment réussir à étouffer la menace dans le nid, justement, éviter que l'invasion se fasse, en prenant le mal à la source. Quand on voit ça, donc, avec ce contexte historique et politique dans le temps, c'est assez amusant. On imagine que l'Amérique aurait aimé imaginer étouffer la menace soviétique sur place, peut-être avec des espions et tout. Voilà, ce qui n'était pas vraiment très possible à l'époque. Ou que justement, la peur de la menace soviétique, qu'il y aurait des espions sur le sol américain. Ça, c'était vraiment ça, pour le coup. Et après, ça se déroule très bien, un petit peu... alors, c'est marrant parce que c'est pas chapitré, mais tu as plusieurs étapes. T'imaginerais facilement ça en mini-série, c'est une sorte de mini-série compilée, mais c'est 1h30, on aurait pu avoir plus de développement. Évidemment, il y a un crescendo comme cela, où au début on ne voit pas la menace, et puis très vite on commence à avoir dans le désert quelque chose. Puis il y a un crescendo qui va même avoir un premier climax dans cette attaque, je ne sais plus si c'est un porte-avions ou un navire militaire, très très belle scène, très forte. Même si c'est court et que c'est forcément daté, je trouve que ça marche super bien. Et puis après, évidemment, on avance, et il faut réussir ou non à venir au bout de ces bestioles. Et le jeu humain, on va dire, est assez classique d'une série B dans le temps. Mais j'aime bien là, ce docteur là, qui réfléchit beaucoup, qui a des idées et tout. Surtout sa fille qui veut aller sur le terrain, elle lui veut pas. Mais ça, c'est amusant parce que c'est un petit peu ce qu'on a aussi. Alors je sais plus si c'est dans le Monde perdu de 25, mais il y avait une version de téléfilm qui est pas bonne, hein. Plus tard, bien après 54, ou pas, enfin bon, qui montrait aussi cette fille qui voulait, hein, fille d'eux, être sur le terrain, et le père ne peut pas l'en empêcher, aux dons de la science, après tout, voilà. Et là, c'est très intéressant ce personnage-là qui va se mettre en avant, ce qui pour 1954 est quand même intéressant, dans une sorte de personnification féminine héroïque, dans ce genre de film. Mais souvent, ça arrivait plus finalement dans les séries B que dans des grandes productions, ce genre de choses. Du moins, donc, il y a 70 ans. Donc c'est un film que je vous recommande, parce que moi c'est une découverte tardive, mais j'en avais vu des images, hein, un peu dans tous les sens. Ce genre de métrage qui a probablement donc donné des envies de cinéma à d'autres réalisateurs par la suite. Alors je parlais de Spielberg, peut-être, j'ai pas vraiment trouvé de déclaration en ce sens, mais je pense aussi à Joe Dante, parce que Panic at Florida Beach, qui a à peu près cette thématique-là aussi indirecte, hein, de la guerre froide, de menace atomique, et qui inclut un court-métrage dans ce très très bon film, hein, vraiment, Manatee en version originale, Matinee, pardon, Manatee, non, Ment, je pensais à ça en même temps, oui, le court-métrage Ment, avec un point d'exclamation, avec des fourmis enfin, fourmis-hommes, du coup, qui serait une menace. Je me demande si ça ne vient pas un petit peu, du moins inconsciemment, de ce thème, surtout avec le titre assez court et avec l'exclamation finale. Donc il faudrait demander à Joe Dante, j'ai pas forcément fait de recherche en ce sens, mais tu le sens. Vu le contexte de Panic at Florida Beach, moi je n'en doute pas trop. Donc c'est ça, c'est le cinéma américain qui s'inscrit dans sa société de l'époque, qui a inspiré par la suite pas mal de choses, et qui s'inspire aussi, hein, de ce qui a été fait avant, par le stop motion. Alors ici c'est pas du stop motion, mais voilà. En tout cas, c'est plus de la surimpression et tout, c'est assez bien fait, hein. Franchement, ça passe. Même un plus jeune devant pourrait y trouver son compte, s'il fait abstraction forcément des effets spéciaux actuels. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Il faudrait que je découvre un jour le monstre des temps perdus. Mais en tout cas, je voulais mettre en avant un petit film comme ça, qui marque finalement son époque et qui, je pense, reste assez culte de nos jours. À vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.